Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons démarrer notre quatrième séance relative aux écoles de la pensée managériale, avec notamment les courants contemporains du management. Dans ces courants, nous allons distinguer plusieurs écoles de pensée, notamment l'école néoclassique, avec les travaux de Sloan et Drucker, la prosystémique avec les travaux de Bertalanffy, Forrester et Metzberg, et l'école de la contingence avec Lawrence et Lorsch, Byrne et Stalker. Et on va terminer avec l'école japonaise en discutant un peu les concepts ou les approches de Heming et Ishikawa. Commençons donc par l'école néoclassique, avec notamment les travaux de Sloan et de Rucker. L'école néoclassique a développé une optique à la fois empirique et normative. Une optique empirique dans la mesure où elle est basée sur des actions opérationnelles et pratiques, mais également normative, étant donné que en apportant des principes simples à même d'être appliqués dans toutes les organisations. Les grands auteurs de cette école sont tous des praticiens de l'organisation et leurs apports théoriques sont issus des expériences vécues dans l'entreprise. Les chefs de file sont à la fois Alfred Sloan, Peter Drucker, Octave Guéligné, Burns et Stalker. Commençons par les contributions d'Alfred Sloan, 1875-1966. Sloan est un industriel américain qui avait pris la direction de l'entreprise General Motors et il a réussi à la restructurer jusqu'à ce qu'elle arrive au rang des 3 plus grandes entreprises au monde. Selon cet auteur, qui a déjà publié un ouvrage célèbre intitulé My Years with General Motors, dans ce livre, Sloan défend le principe de la décentralisation coordonnée. C'est grâce à ce principe qu'Alfred Sloan a restructuré la General Motors en divisions décentralisées avec chacune des départements autonomes. Et l'idée est de rapprocher le système de décision de l'action. Chaque division fonctionne comme une entreprise indépendante et grâce à cela, donc, l'auteur a défendu le principe de la décentralisation coordonnée sur la base d'un rapprochement du système de décision de l'action. Et sur la base de cette conception, chaque division va fonctionner comme une entreprise indépendante et c'est à partir de là qu'on parle de la décentralisation coordonnée. La décentralisation du pouvoir peut avoir plusieurs avantages, comme par exemple la flexibilité, la créativité, la responsabilité, l'initiative, le gain du temps, l'autonomie des décisions et la commodité du contrôle. D'où donc les travaux de Sloan, qui est un industrialiste et qui avait comme objet de diriger une grande entreprise à travers, bien entendu, le principe de la décentralisation coordonnée, qui consiste, bien entendu, à se restructurer l'entreprise en divisions décentralisées avec chacune des départements autonomes. Et l'objectif derrière cette conception est justement de rapprocher les systèmes de décision de ceux de l'action. Deuxième auteur ayant contribué, bien entendu, à cette école de pensée, c'est Peter Drucker. Il était consultant et professeur de management aux États-Unis d'Amérique. Drucker est considéré comme le théoricien le plus populaire du management.
Parfois, on parle même du gourou du management. Il est auteur d'une cinquantaine d'ouvrages consacrés au management et ses apports ont une portée pragmatique et opérationnelle. Donc tout ça, je rappelle que nous sommes dans une école de pensée où les grands auteurs sont tous des praticiens de l'organisation et leurs apports théoriques sont issus principalement des expériences vécues dans l'entreprise, comme c'était le cas avec Alfred Sloan, qui à partir de son expérience avec la General Motors a essayé de réfléchir sur le principe de la décentralisation coordonnée en divisant bien entendu l'entreprise en divisions décentralisées avec chacune des départements autonomes. De la même manière, donc, Peter Drucker était un consultant et professeur de management. Il est considéré comme le plus populaire, c'est le gourou du management, et par conséquent, donc, il nous a apporté des réflexions pragmatiques et opérationnelles. Son principal ouvrage a été publié en 1974 sous le nom de Management, Tasks, Responsibilities and Practice. Les trois tâches majeures du management, selon Peter Drucker, sont la fixation d'objectifs clairs, opérationnels et motivants, et qui permettent donc la répartition du travail, l'établissement d'un travail productif et d'une satisfaction au travail du personnel, et en troisième lieu, la gestion des impacts et des responsabilités sociales de l'entreprise. Donc, selon cet auteur, Peter Drucker, il a remis en cause les principes de Taylor et il a préconisé des méthodes motivationnelles comme la direction par objectif. Selon cet auteur, le manager doit donner à chaque acteur de l'entreprise des objectifs, des ressources et des règles de contrôle. Donc, la conception de Drucker se fonde sur les trois tâches majeures du management, notamment la fixation d'objectifs clairs, opérationnels et motivants, l'établissement d'un travail productif et d'une satisfaction au travail du personnel, et la gestion des impacts et des responsabilités sociales de l'entreprise. Et à partir de là, effectivement, l'auteur a essayé de critiquer, de remettre en cause la conception de Taylor en mettant en relation les méthodes motivationnelles comme la gestion par objectif ou la direction par objectif. Et selon cet auteur, un manager doit donner à chaque acteur les objectifs, les ressources et les règles de contrôle. Donc, en termes de conclusion de cette école néoclassique, donc elle s'efforce de réaliser une synthèse d'une part de l'école classique avec son approche scientifique, que nous avons déjà vu avec Taylor, Fayol et Ford, et d'autre part de l'école des relations humaines qui accorde beaucoup plus d'importance à l'aspect humain au détriment de la technicité. L'école néoclassique a cherché à adapter les apports de ces deux écoles d'une manière pragmatique et empirique en proposant l'adoption d'une approche contingente du management. Donc la contingence renvoie à l'importance du contexte. Ainsi, donc, le courant néoclassique a contribué à diffuser certaines pratiques managériales comme le management par objectif ou la direction par objectif, que nous avons déjà vu avec Drucker, la décentralisation avec Sloan, le contrôle par les résultats et la responsabilisation. Et c'est ce qui fait donc la distinction de cette école par rapport aux autres. Deuxième école qu'on va encore voir dans le cadre des courants contemporains du management, ce qu'on appelle l'école systémique avec les travaux de Bertalanffy, Forrester et Metzberg. Cette école cherche à donner une vision globale du fonctionnement organisationnel. Son apport est basé sur la théorie générale des systèmes, la systémique. Parmi les auteurs qui ont marqué cette école, on peut citer Bertalanffy, Forrester et Henri Metzberg. Commençons donc
par les travaux de Ludwig von Bertalanffy. Bertalanffy est considéré comme le fondateur de l'approche systémique, avec son ouvrage de base General System Theory. L'hypothèse de cet auteur, c'est qu'il faut considérer toute entité comme un système composé de parties interdépendantes. Donc, selon Bertalanffy, pour analyser la réalité des entreprises et des pratiques managériales, il faut considérer toute entité, toute structure comme un système composé, bien entendu, de parties interdépendantes. Pour cet auteur, le système est défini comme un complexe d'éléments en interaction. D'après lui, un système peut être de type ouvert et fermé. Un système ouvert est en constante interaction avec son environnement extérieur. Par contre, un système fermé ne subit pas l'influence de son environnement. L'approche systémique et donc a des implications au niveau du management des organisations. Donc, selon cet auteur, il faut considérer les entités comme un système composé de parties interdépendantes. Le système est considéré comme un complexe d'éléments en interaction l'un avec les autres. Et selon cet auteur, un système peut être ouvert ou fermé et sera considéré fermé lorsqu'il est en constante interaction avec son environnement extérieur, et il sera bien entendu considéré comme fermé lorsqu'il ne subira pas ou ne subira aucune influence de son environnement. Passons donc aux implications de l'approche systémique au niveau du management des organisations. Selon l'approche systémique, toute organisation est assimilée à un système ouvert composé de différents éléments. Les ressources humaines, les hommes et les femmes, les capitaux et les équipements. Ce système cherche à réaliser des objectifs de croissance, de rentabilité ou de prospérité, de telle sorte que le fonctionnement de ce système dépend de deux types d'interactions. Une interaction entre ses propres éléments, par exemple dans le cas de l'entreprise, c'est les flux physiques, les flux financiers et les flux d'informations que vous avez étudiés en comptabilité générale en premier semestre. Deuxième niveau, deuxième type d'interaction, c'est celle avec les éléments de l'environnement extérieur, comme la clientèle, la concurrence, les fournisseurs, l'État et les différents partenaires de l'entreprise. Ainsi, l'approche systémique met l'accent beaucoup plus sur les relations et les interactions entre les éléments de l'organisation que sur la nature des éléments eux-mêmes. Ce qui veut dire que l'élément est délimité par sa place dans le système et non pas par sa nature intrinsèque, c'est-à-dire propre à l'élément. D'où donc les travaux de Bertalanffy, qui est l'un des pionniers de l'approche systémique et ayant plusieurs implications au niveau du management des organisations. Deuxième auteur qu'on va discuter dans le cadre de l'école systémique, c'est Forrester. Selon cet auteur, il considère que le système de l'entreprise a 6 propriétés: concret, finalisé, organisé, dynamique, régulé et de commande. C'est un système concret qui est constitué d'éléments tangibles, identifiables, comme par exemple les ressources humaines, les hommes, les femmes qui sont en entreprise, les équipements utilisés, les locaux utilisés. Et donc c'est un système concret parce qu'il est constitué d'éléments tangibles, mais également d'éléments intangibles, immatériels, qu'on n'arrive pas à identifier rapidement, comme la culture de l'entreprise et son histoire, les valeurs de l'entreprise, sa culture et sa trajectoire ou son histoire tout simplement. Deuxième propriété du système de l'entreprise, c'est qu'elle est finalisée. Donc c'est un système finalisé
qui poursuit des objectifs généraux. Donc, il y a la mission d'entreprise, la vision d'entreprise et les objectifs généraux. Troisième propriété, c'est qu'elle est organisée. Donc, c'est un système organisé dont la structure est caractérisée par une division de travail et une coordination. Donc, nous avons une organisation, nous avons une structure avec une division de travail et bien entendu une coordination. C'est un système dynamique qui connaît des changements permanents dus à son ouverture. Rappelez-vous, on vous a dit qu'un système ouvert, c'est un système qui est en interaction avec l'environnement extérieur. Et effectivement, selon Forrester, parmi les propriétés d'un système d'entreprise, c'est qu'il est dynamique parce qu'il connaît des changements permanents qui sont dus, qui émanent de son ouverture. Il est aussi régulé. Donc, c'est la cinquième propriété. C'est un système régulé dans la mesure où il est doté d'organes de contrôle qui permettent de détecter les dysfonctionnements de l'entreprise pour assurer les actions de régulation, c'est-à-dire les actions de correction en cas de dysfonctionnement. Donc, il y a de la régulation, donc il y a du contrôle. Et en cas de dysfonctionnement, on doit donc procéder à des actions de correction, ce qu'on appelle les actions correctives. Et enfin, un système de l'entreprise est un système de commande qui permet de prendre des décisions permettant de faire face aux anomalies et aux dysfonctionnements. Partant de là, Forrester distingue trois modes de régularisation qui sont la régularisation par anticipation, la régularisation par alerte et la régularisation par erreur. La régulation par anticipation permet de faire face à un dysfonctionnement avant qu'il n'affecte le fonctionnement du système. Donc là, il s'agit d'anticiper sur la survenance des éventuels dysfonctionnements qui peuvent éventuellement mettre en péril la survie et la pérennité de l'entreprise. Deuxième type ou deuxième mode de régulation, ce qu'on appelle la régulation par alerte. Elle permet de corriger des anomalies une fois détectées avant qu'ils ne prennent une plus grande ampleur. Donc, il s'agit d'alerter les décideurs quant à la survenance d'éventuelles anomalies et qui peuvent avoir éventuellement une grande ampleur, c'est-à-dire un grand impact et des grandes répercussions sur la vie de l'entreprise. Et enfin, donc, la régulation par erreur qui concerne les décisions d'action corrective pour une situation qui existe déjà. Et à partir de là, donc, on distingue les travaux de Forrester qui constituent le deuxième pionnier de l'école systémique. Passons donc au troisième auteur, Henri Metzberg, dans lequel on avait déjà démarré lors du module du Management 1. On a déjà traité l'apport de Henri Metzberg en termes d'organisation. Nous nous contentons ici d'un bref survol de son approche et donc nous nous limitons à énumérer ce qui a déjà fait l'objet de détails lors du premier semestre. Donc, l'approche systémique selon Henri Metzberg, selon cet auteur, l'efficacité d'une structure dépend de deux éléments, à savoir l'adaptation réciproque des éléments qui composent la structure et donc l'identification et la maîtrise des facteurs de contingence. Cet auteur conçoit l'organisation de l'entreprise comme une interaction, une interrelation dynamique de multiples éléments. Cet auteur pense que l'efficacité d'une structure dépend de deux éléments. D'une part, l'adaptation réciproque des éléments qui composent la structure et d'autre part,
l'identification et la maîtrise des facteurs de contingence. Henri Metzberg a élaboré une synthèse dans laquelle il estime que toute organisation est constituée de ces éléments de base. Ces éléments constituent ce qu'on appelle les mécanismes de coordination. Selon cet auteur, 5 mécanismes de coordination paraissent suffisants pour expliquer les moyens fondamentaux par lesquels les organisations coordonnent leur travail. Et selon lui, les éléments fondamentaux de la structure sont les suivants: l'ajustement mutuel, la supervision directe, la standardisation des procédés, la standardisation des produits et la standardisation des qualifications. On peut les considérer comme les éléments fondamentaux de la structure, la colle qui maintient ensemble les parties de l'organisation. Et là, je vous renvoie au support des travaux dirigés, à l'étude de cas d'entreprise Céramico, qui sera donc prévue dans le cadre des séances des travaux dirigés et qui permet d'illustrer davantage ces mécanismes et leur importance dans la structure d'entreprise et dans son évolution. Passons donc à l'école de la contingence avec, bien entendu, les auteurs Laurens et Lorsch et Burns et Stalker. L'approche contingente du management signifie que toute solution à un problème de gestion dépend du contexte, ce qu'on appelle donc la contextualisation des problèmes de gestion ou des problèmes en management. Pour cette école, c'est l'environnement qui constitue la principale contingence des organisations et a un impact sur la structure des entreprises. On va donc commencer dans un premier temps par l'apport de Laurens et Lorsch concernant l'école de la contingence. Ce sont les deux représentants de l'école de la contingence. Ils ont fait une analyse des conditions de couplage entre les structures organisationnelles et l'environnement du marché de plusieurs entreprises appartenant à 3 secteurs d'activité distincts: le secteur du plastique, celui de l'emballage et les secteurs alimentaires. Laurens et Lorsch se sont basés sur les facteurs d'incertitude de l'environnement, dans la mesure où l'incertitude liée à la concurrence et l'incertitude liée à l'environnement influencent donc les décisions et les activités de l'entreprise. Donc là, pour eux, il faut prendre en considération avec précaution les facteurs d'incertitude de l'environnement qui renvoient principalement à l'incertitude liée à la concurrence et l'incertitude liée à l'innovation. Ceci d'une part. Et d'autre part, les caractéristiques internes des entreprises en ayant recours à 2 concepts fondamentaux, la différenciation et l'intégration. Pour Laurens et Lorsch, la différenciation à l'intérieur de l'entreprise désigne les différences d'attitude et de comportement qui existent entre des individus d'une même organisation. L'intégration, elle, désigne la qualité de la collaboration qui existe entre les départements et qui doivent unir leurs efforts pour répondre aux demandes de l'environnement. En conclusion, plus l'environnement est certain, plus la structure devrait être formalisée. Plus l'environnement est turbulent et incertain, plus les organisations doivent être diversifiées. Et enfin, plus les entreprises sont différenciées sur le plan interne, plus elles ont besoin de mécanismes d'intégration pour coordonner l'action des différents départements.
Voilà donc, grosso modo, l'apport de Lawrence et Lorsch qui constituent les deux principaux auteurs de l'école de la contingence. Passons donc aux travaux de Burns et Stalker concernant la théorie de la contingence. Burns et Stalker montrent que la structure de l'organisation dépend essentiellement de facteurs externes, en particulier de l'incertitude et de la complexité de l'environnement. La mesure de l'incertitude et de la complexité se fait en utilisant le taux de changement de la technologie et du marché. Burns et Stalker distinguent deux types d'organisation. Une organisation mécanique adaptée à des conditions environnementales stables et une organisation organique qui s'adapte aux conditions dynamiques de l'environnement. Selon ces deux auteurs, il n'existe pas un type d'organisation idéale, ce qu'on a appelé the one best way lors de l'école classique à travers l'école scientifique. Et donc, selon ces auteurs, il n'existe pas un type d'organisation idéale parce que à chaque environnement correspond une structure adaptée. Et généralement, ils distinguent deux types d'organisation. Une organisation mécanique dont elle a la capacité de s'adapter aux environnements stables et l'organisation organique qui est beaucoup plus valable dans le cadre d'un environnement dynamique. Les principaux auteurs de la théorie de la contingence et leurs facteurs de contingence sont représentés sur le tableau suivant que vous voyez sur l'écran. Donc nous avons plusieurs auteurs, Chandler avec la stratégie, Woodward avec le système de production et la technologie, Lawrence et Lorsch avec la problématique de l'instabilité de l'environnement, Blow qui a mis en relief l'importance de la taille comme un facteur de contingence qui explique l'adoption des structures et des pratiques managériales, Burns et Stalker qui met en relief, comme on a déjà discuté, le taux de changement et de la technologie, et enfin Metzberg qui tient compte de plusieurs facteurs que nous avons déjà étudiés en premier semestre, si vous vous rappelez, les facteurs explicatifs de l'adoption de la structure organisationnelle et de la stratégie, c'est l'âge, la taille, le pouvoir, le système technique et l'instabilité de l'environnement. Voilà donc grosso modo les principales contributions associées à l'école de la contingence. On passe à la dernière école formant donc le courant contemporain du management ou des écoles de pensée avec l'école japonaise. L'école japonaise est née grâce à certains grands auteurs qui ont été derrière l'évolution du management par la qualité au Japon, mais ce sont d'abord des qualiticiens, des spécialistes en qualité, au management de la qualité, américains, des qualiticiens américains, qui étaient à la source de cette évolution. C'est le cas notamment du professeur Deming, qui a été envoyé au Japon en 1950 pour y donner des conférences. L'ouvrage de Deming, l'arrow de Deming, le cycle de PDCA, Plan, Do, Check, Act, sera analysé et vulgarisé par le professeur Ishikawa. Et les deux travaux donc sont complémentaires. Commençons donc par l'arrow de Deming que vous voyez sur l'écran, qui représente donc un cercle vertueux, divisé en 4 portions et présenté sur la diagonale d'un triangle. C'est ce que vous voyez ici sur l'écran. Chaque portion est marquée par une lettre P, D, C, A. Et la roue tourne dans le sens des aiguilles de la montre. Ainsi, on passe d'une phase à l'autre jusqu'à la fin du cycle. P, D,
PDCA. Plan, do, check, act. Ensuite, on recommence à nouveau en faisant émerger un nouveau cycle si les objectifs attendus ne sont pas atteints. Et à partir de là, donc, il y a des étapes à suivre dans le cadre du cycle PDCA. Première étape, c'est le P, plan ou planifier. To plan, c'est-à-dire planifier. Cela consiste en deux phases. Définir les objectifs et définir les moyens. C'est ce qu'on appelle donc the plan ou planifier. Cela signifie tout simplement que le manager doit définir les objectifs et les moyens nécessaires à leur atteinte. Deuxième étape, c'est le D, to do. Donc c'est faire en termes opérationnels. Et donc c'est une étape caractérisée par la construction et la réalisation de l'œuvre. Ce qui a été planifié doit être réalisé et fait, tout simplement. Troisième étape, le check, c'est le C. Contrôler et vérifier, comme checklist. Donc on contrôle et on vérifie. Cette étape consiste à contrôler et s'assurer que les ressources mises en œuvre dans l'étape présente, donc l'étape do, et les résultats obtenus correspondent bien à ce qui a été prévu dans le plan. Donc là, il s'agit de contrôler entre ce qui a été planifié et ce qui a été réalisé. C'est la première et la deuxième étape, plan et do. Et la comparaison entre les deux, dans le cadre du contrôle et vérification, dans la troisième étape du cycle, qui est le check. Et enfin, act. To act, c'est-à-dire agir. Donc, il s'agit d'agir et d'améliorer. Cette étape consiste à ajuster les écarts, vérifier que les solutions mises en œuvre sont efficaces, rechercher les points d'amélioration, ce qui peut être mené à un nouveau cycle. Donc, ce qu'on appelle la roue de Deming, le cycle PDCA. Passons maintenant aux apports d'Ishikawa. C'est un professeur qui a repris, qui a capitalisé sur le travail du professeur Deming et qui a essayé d'apporter des améliorations. Ishikawa est considéré comme le maître à penser du mouvement japonais de qualité avec les autres chefs de file de JUS, Japanese Union of Scientific and Engineers. Les membres de la GSE ont simplifié les méthodes apportées par les Américains pour les rendre plus compréhensibles et facilement applicables par la masse des employés. Pour Ishikawa, les grands axes d'effort pour une maîtrise de la qualité sont la prise en main du management de la qualité par les dirigeants et les cadres supérieurs, la formation massive à la discipline de la qualité à tous les niveaux de la hiérarchie, et enfin, la pratique de la maîtrise de la qualité par tout le personnel et non pas uniquement par le service qualité. L'établissement des programmes annuels de l'amélioration de la qualité, Ishikawa est connu comme le fondateur des cercles de qualité. Elle a créé et implanté plus d'1 million de cercles de qualité et leur a enseigné toutes les méthodes et les outils nécessaires à la résolution des problèmes. D'où donc les apports d'Ishikawa. Passons donc au brainstorming et au cercle de la qualité qui font aussi partie de l'école japonaise. Le brainstorming est un exercice dont le but est d'obtenir le plus d'idées possible sur un thème donné. Il peut être fait soit par lister les causes possibles d'un problème, ou soit par lister les solutions possibles d'un problème. Sa pratique
nécessite discipline et organisation. À partir de là, on distingue 4 règles conceptuelles du brainstorming. La première, ne pas critiquer. Donc, pas de critique ou d'évaluation des idées et pas d'autocensure. Donc, il faut respecter les idées, respecter les personnes sans intimidation. Donc, première règle, pas de critique ou d'évaluation des idées et pas d'autocensure. Deuxième règle, le but est la quantité d'idées et pas la qualité d'idées. Troisième règle, ne pas être conventionnel dans ses idées. Essayer un peu d'innover, d'imaginer de nouvelles perspectives. Et la quatrième et dernière règle, c'est ne pas bloquer sur les idées des autres, de manière à respecter les différences d'opinion et de vision. 4 règles également sont spécifiques à la pratique du brainstorming et qui sont: première règle, une personne note les idées. Donc, c'est la prise de notes de manière à garder une traçabilité. Deuxième règle, chaque personne du groupe propose une idée lorsque vient son tour, en respectant un peu le cheminement, l'ordre. Troisième règle, si la personne n'a pas d'idée à proposer, il passe son tour, tout simplement. Et en dernier lieu, aucun commentaire n'est autorisé lors du brainstorming, de manière à respecter les idées et leur manière d'être exprimées, sans aucune autocensure. Passons donc au cercle de la qualité. Le cercle qualité est un système de gestion qui vise à maximiser la qualité des produits et des services par une amélioration constante de la qualité des hommes et des femmes, des relations au sein des entreprises et des conditions de travail. Donc là, il s'agit d'améliorer la qualité des ressources humaines, des conditions de travail, des relations au sein des entreprises et des conditions de travail. Le cercle de qualité est constitué par un petit groupe de personnes, toutes volontaires, dont l'effectif varie de 5 à 10 personnes. Ces personnes appartiennent à la même unité de travail. Elles se réunissent de manière régulière pour rechercher, identifier, analyser et résoudre des problèmes professionnels quotidiens. Le cercle de qualité est animé par un responsable hiérarchique direct et à partir de là, il utilise des méthodes et des outils d'analyse précis. Enfin, il est à noter que le cercle de la qualité n'a pas de pouvoir de décision quant aux solutions des problèmes qui sont proposés. Il ne fait que soumettre des propositions aux responsables concernés. Donc voilà grosso modo les apports de l'école japonaise qui constituent une composante quand même importante de ce qu'on appelle aujourd'hui les courants contemporains du management, avec l'ensemble des travaux du professeur Deming et d'Ishikawa qui ont été à l'origine du cycle PDCA, du brainstorming et de cercle de qualité. Voilà, sur ce, je termine cette séance et je vous donne rendez-vous donc pour la séance suivante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à laisser vos commentaires à la fois sur le forum d'échange que je vous ai créé sur l'espace ENT que en commentaire de la présente vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Merci donc et à bientôt.